Aujourd'hui les amis, je vous retrouve pour l'épisode 3 de ma série Ont-ils été kidnappés? Je vous invite à aller regarder les 2 premiers épisodes si vous ne les avez pas vus. En fait, surtout le premier qui explique un peu le pourquoi du comment de ce livre sur lequel je me base pour écrire mes histoires, écrit par le docteur John E. Mack. Et ça répondra probablement à des questions que vous pourriez vous poser. Donc, pour l'occasion, j'ai revêtu mon jacket de l'espace. D'ailleurs, je pense que ça pourrait devenir mon jacket officiel de la série. John E. Mack, psychiatre depuis de nombreuses années et professeur à Harvard, dans le Massachusetts, j'ai toujours autant de mal à le dire, nous amène cette fois dans une histoire toujours aussi troublante, mais un petit peu différente des autres. Vous allez comprendre pourquoi. Il se passe beaucoup de choses. Comme si, à l'époque de l'histoire du livre, on parlait d'un futur qui arrive maintenant à grands pas, pour ne pas dire on y est. C'est assez spécial. Donc cette histoire est vraiment pour un public averti, mais je vous invite vraiment à regarder jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes, vous allez voir. Scott est acteur et réalisateur. C'est un homme grand, costaud et très direct. Il possède une grande intelligence, il est habile de ses mains et il avait de grandes ambitions en fait dans la vie, mais les séquelles dues à ses expériences d'enlèvement l'ont un peu mis à mal, on va dire. Scott a 24 ans quand il rencontre le professeur Mack pour la première fois en novembre 91 lors d'une réunion de groupe mensuel. À ce moment-là, il est déjà suivi par une psychothérapeute parce qu'il fait des angoisses causées par ces enlèvements extraterrestres. Après plusieurs séances d'hypnose, cette thérapeute, on peut le dire, l'a beaucoup aidé quand même. C'est elle d'ailleurs qui lui a suggéré le groupe du docteur E. Mack pour lui permettre de rencontrer éventuellement d'autres personnes qui auraient vécu les mêmes choses, les mêmes traumatismes. À ce moment-là, Scott avait une fiancée avec qui il pouvait au départ se confier sur tout ça et recevoir du soutien de sa part, mais bon, son attitude a beaucoup changé par la suite, donc il avait besoin de personnes autour de lui pour le comprendre. Scott est suivi par des spécialistes depuis ses 8 ans, surtout des neurologues d'ailleurs, pour tenter de trouver ce qui lui cause des migraines intenses comme ça, depuis qu'il a 6 ans quoi. Ses maux de tête étaient qualifiés de migraines atypiques et malheureusement rien ne semblait le calmer à ce niveau-là. Il faisait aussi des épisodes de confusion, de crise. Un dossier de l'hôpital pour enfants de Boston le décrit à 15 ans comme un patient sujet aux hallucinations. C'est sûr que s'il dit au docteur qu'il voit des extraterrestres... Scott aurait raconté des histoires de triangles colorés, de femmes aussi, de figures féminines, on va dire, qui se penchent sur son lit, quand évidemment il n'y a personne dans sa chambre. Vers ses 18 ans, Scott est diagnostiqué comme dépressif et apathique. Et à 19 ans, il a arrêté complètement de voir des médecins et de prendre toute médication. Il considérait que c'était vraiment une perte de temps en fait, parce qu'ils étaient tous incapables de l'aider, de comprendre vraiment ce qu'il avait. Sa petite sœur Lee a été aussi victime d'enlèvement. Il a juste 1 an et demi d'écart avec elle, donc il est très proche d'elle. Ils avaient des parents très présents pour eux, très attentionnés par rapport à tout ce qu'ils vivaient. Scott se souvient que les rencontres qu'il avait faites quand il était enfant se produisaient souvent quand il se trouvait avec Lee en dehors de la maison. Lee, elle, se souvient d'un petit ruisseau tout près de la maison où elle et son frère jouaient souvent et elle est persuadée que ça devait être à cet endroit qu'arrivaient le plus souvent des enlèvements. Quand il était petit, Scott avait très peur que ces étranges personnages viennent tuer ses parents. À l'âge de 10 ans, âge où il a vu pour la toute première fois une soucoupe volante. Il a vécu ce qu'il appelle une sacrée histoire. Plusieurs créatures ont fait leur apparition. Ils ont comme immobilisé le chien qui était à l'entrée de la maison à l'aide d'une sorte de baguette. Puis ils ont immobilisé Scott. Et dans la séquence d'après, Scott, qui a apparemment retrouvé l'usage de son corps, se rue vers l'escalier pour aller raconter à ses parents ce qu'il venait de voir. La soucoupe volante, tout ça. Son père
est allé chercher le fusil, il avait peur. Il est sorti de la maison et bon, bien sûr, il n'y avait rien du tout. Durant ces différentes rencontres avec ces êtres, même s'il avait peur, il ressentait une grande sagesse de leur part. Il a bien évidemment parlé du phénomène télépathique. Il connaissait toutes ses pensées et lui les leurs. Scott était troublé parce que forcément il n'était pas habitué. Au cours d'une séance d'hypnose avec sa première thérapeute, il était remonté à son expérience d'enlèvement d'avril 90 qui l'avait traumatisé. On avait placé sur son pénis une sorte de robinet avec des fils ou des tuyaux placés sur ses testicules. On lui a prélevé un peu de sperme. C'est quelque chose que plusieurs ont apparemment vécu lors d'un enlèvement. Cette intrusion dans les parties génitales. Après ça, il a arrêté les séances d'hypnose avec cette thérapeute. Il était trop traumatisé en fait. Mais Scott se rendait régulièrement quand même au groupe de soutien du Dr John E. Mack. Puis il a demandé à le rencontrer pour des séances en solo. Il voulait cette fois être un peu plus dans l'investigation plutôt que dans la thérapie. Scott s'est donc rendu chez le Dr Mack pour une première séance d'hypnose le 16 mars 92. Cette première séance le ramenait donc à ce fameux événement d'avril 90, donc 2 ans auparavant. Et dès que Scott a atteint l'état de transe, il a tout de suite exprimé le sentiment de devenir fou. Donc il raconte s'être couché vers 22h ce soir-là. Il est dans son lit, il est en train de feuilleter un magazine et il sentait que les êtres étaient déjà présents dans son mental. Sa chambre n'avait pas de porte et une lumière anormale est apparue en fait, a pénétré dans sa chambre si vous voulez, comme si elle venait de la buanderie à côté. Scott manquait de souffle, la peur le gagnait. 6 choses avec des têtes anguleuses et cabossées sont entrées dans sa chambre. Il savait que Scott était encore conscient, qu'il ne dormait pas, donc quelqu'un, un parmi les 6 personnages, a brandi une baguette avec un bourron pour l'immobiliser en le touchant derrière l'oreille avec cette fameuse baguette. Il a aperçu un écran un peu comme un poste de télé sur lequel il revoyait plein d'images de sa propre vie. Il éprouvait la sensation de lutter pour protéger son mental. Ensuite, il s'est allongé sur une table. Il y avait 2 personnages près de lui, comparables à des médecins. Leur peau était étrange, mi-pâle, mi-bronzée, difficile à décrire en fait. Ils portaient des lunettes et des manteaux blancs. Et plus loin dans la pièce où ils se trouvaient, il y avait d'autres personnages, comme en tenue de l'armée. Les êtres avaient les yeux bridés, d'un noir profond bordé de gris. Toujours sous hypnose, Scott affirme que ces êtres se sont servis de lui. Donc ils ont installé une sorte de pompe sur son pénis. L'appareil était relié par un tuyau à un réservoir fixé sur le côté de la table sur laquelle il se trouvait. On lui a ensuite enfoncé 4 griffes dans le cou jusqu'à la limite du cuir chevelu. Il était terrorisé et ça se comprend. En fait, il s'est senti violé, torturé. Les fils qui étaient branchés à ses testicules, en combinaison avec la pompe, étaient en train de stimuler son érection. Là encore, je vais éviter de faire le geste. Et finalement, bon, ça l'a amené à l'éjaculation. Et les êtres ont informé Scott télépathiquement qu'ils prenaient plus de sperme pour certaines raisons. En fait, ils utilisaient Scott comme géniteur pour fabriquer des bébés et ça le rendait fou. Il avait honte en fait. Même si, bon, il y pouvait rien, il avait perdu tout contrôle de lui-même. Ensuite, Scott s'est souvenu qu'on l'avait ramené à sa chambre et qu'on l'avait dompé sur son lit. Encore sous le coup de la frayeur et de la colère, il avait l'impression que les créatures lui avaient bourré le crâne avec des informations dont il n'aurait pas accès. En revenant à la conscience éveillée, il était étonné de ressentir autant d'émotions qu'il n'avait encore jamais ressenties en fait. Au cours de l'été 92, il a connu une période très vulnérable. Il avait vraiment plus le goût à rien. Il était découragé. Il commençait à s'éloigner de sa famille. Il avait organisé ce qu'il appelle lui-même un délire de sécurité dans sa maison, en l'équipant
complètement de toutes sortes d'appareils, de systèmes d'alarme sophistiqués qu'il branchait pendant la nuit, avec des caméras de surveillance à des endroits stratégiques. Il y avait même un micro à la porte d'entrée relié à un haut-parleur près de son lit. En fait, il essayait d'avoir le contrôle sur une situation qu'il ne pouvait définitivement pas contrôler, à savoir ses enlèvements. Il devenait complètement obsédé avec tout ça. Il avait besoin de preuves matérielles de tout ce qui lui arrivait, il avait peur quoi. C'est le 21 décembre 92 qu'a lieu la deuxième régression avec le Dr Mac. Une dizaine de jours auparavant, Scott lui a révélé qu'il avait tenté de rentrer en contact avec les créatures. En fait, il leur a demandé de lui envoyer un signe de leur présence et vers 2 ou 3 heures du matin, il s'est réveillé avec le sentiment qu'on le touchait dans le dos, puis ça s'est intensifié, un peu comme des chatouilles. Ce deuxième rendez-vous, c'était plutôt pour tenter de transformer ces traumatismes en relations de communication plus saine avec les créatures. Scott évoque alors l'un des personnages qui se tenait près d'une table sur laquelle on l'avait allongé sur le dos. Il a vu un tuyau cylindrique d'environ 12 cm de diamètre relié à un appareil près d'un mur. Ce tuyau était enfoncé dans sa poitrine. Très vite, il aperçoit une silhouette féminine non humaine qui poussait un chariot sur lequel il y avait des éprouvettes qui contenaient des petits bébés. L'espèce de femme s'est approchée de lui, un peu comme pour lui montrer son chariot avec les bébés. Et là, il a compris qu'on avait prélevé ses semences dans ce but-là. Comme « Tiens, voilà tes enfants !» Et cette silhouette féminine rappelait vraiment celle de ces fameuses hallucinations écrites dans son dossier médical quand il avait 15 ans. Un des extraterrestres lui a donc expliqué qu'il faisait partie de leur famille. Scott était vraiment confus. Ensuite, on l'a amené dans un immense sous-sol avec des murs de pierre en prenant un ascenseur ultra rapide. Et il ressentait désormais beaucoup de transparence entre eux et lui, dans leur relation en fait, comme s'il n'y avait plus de secret. Et même si l'endroit était très bizarre et plutôt effrayant, il s'y sentait bien, un peu comme en famille. Le Dr Mac encourageait Scott à livrer ses émotions de façon la plus brute possible, mais apparemment les extraterrestres ne le laissaient pas exprimer ses sentiments, comme s'il n'était pas encore prêt à divulguer certaines choses. Cette histoire me perturbe, je sais pas vous. Scott a expliqué ensuite que les êtres étaient en train de se transformer physiquement pour être capables de respirer l'air d'ici, de la Terre. Parce qu'apparemment ils ne respiraient pas le même air d'où ils viennent. Il a ajouté que plusieurs choses faisaient en sorte que la présence extraterrestre ne pouvait pas vraiment se révéler trop tôt, à trop grande échelle. Parce qu'on ne va pas aussi vite qu'eux. Ils pensent à une vitesse beaucoup plus rapide que nous. Donc quand ils communiquent avec nous de façon mentale, il y a forcément beaucoup plus d'informations à la fois. Et notre mental n'est pas du tout habitué à cette vitesse. Donc on peut vite ressentir une sorte de surcharge mentale, émotionnelle. Leur aptitude intellectuelle et leurs perspectives sont trop vastes pour être comprises par les humains. Scott a longtemps refusé le fait qu'il était l'un des leurs. Son côté humain avait du mal à admettre l'autre face des choses. Il expliquait que même si leur apparence et leur mode de fonctionnement étaient différents, il n'en restait pas moins des êtres vivants. Pendant le reste de la régression, ses souvenirs l'amenèrent à des visions apocalyptiques, des changements majeurs qui allaient se produire sur Terre. Ça aussi, ça arrive fréquemment aux personnes kidnappées. Les extraterrestres ne débarqueront que lorsque les conditions seront plus sûres. Et cet événement n'arrivera que lorsqu'on sera beaucoup moins nombreux sur la Terre et beaucoup moins malades. Ils voyaient des épidémies, des formes plus contagieuses aussi de certaines maladies qui prendront des proportions énormes, très très importantes. Tiens donc, intéressant. Est-ce qu'on serait en plein dedans ? En tout cas, Scott espérait beaucoup se tromper dans les interprétations de ce qu'il voyait. Il a ensuite aperçu notre planète du point de vue des extraterrestres. Il avait
choisi apparemment de venir sur Terre depuis une autre planète parce que c'était la planète la plus proche de celle d'où ils venaient, eux en fait. Enfin, lui et eux, du coup. Ils ne connaissaient pas le nom de cette planète, mais bon, elle était jaune, presque déserte, et elle manquait beaucoup d'eau. Quelque chose qui avait attrait à la science avait détruit leur planète. Et d'ailleurs, Scott ressentait beaucoup d'émotions en racontant tout ça. Scott est sorti de l'hypnose et il a expliqué que les extraterrestres avaient l'intention de vivre sur Terre, mais sans nous, puisque bon, nous la détruisons, à moins que notre comportement ne change. Et là, à ce moment-là, on pourrait cohabiter. Ça me laisse perplexe. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Puis il a commencé un peu à comparer notre façon de vivre à celle de ces êtres venus d'ailleurs. Il disait que les humains, donc nous, étaient trop dans leur petit monde à part, qu'ils avaient du mal à partager, alors que les extraterrestres, eux, ne restent pas seuls, ils n'ont pas de secrets, toutes ces choses-là. En même temps, comment pourraient-ils en avoir étant donné qu'ils communiquent de façon télépathique, ils sont capables de comprendre tout ce qui se passe dans le cerveau de l'autre. Alors, l'être humain a des émotions d'un niveau extrême, excessif, primitif, et nos émotions sont une sorte de récréation pour eux. Ça les amuse en fait. Les humains imposent des limites à leur faculté d'aimer, par peur d'être blessés, par peur de ne pas obtenir ce qu'ils désirent. Ça fait qu'on a du mal à s'ouvrir et à avoir suffisamment confiance pour offrir et ressentir de l'amour. La peur nous paralyse et on a même du mal à communiquer. Il y a un changement qui doit démarrer quelque part. Et ça n'a pas changé depuis 92 ans. Et si nous ne changeons pas, les changements se feront à notre place. Ça se fera d'une manière ou d'une autre. La peur et la colère n'existent pas sur leur planète, donc bon, il y a une plus grande liberté. Ici, on nous force à avoir peur de quelque chose, même invisible, pour qu'on soit demandeur de restrictions à nos libertés. Il ajoutait que le succès sur Terre ne répondrait plus au même système. Le changement semblera incroyable, mais il faudra abandonner toute idée de gratification personnelle. Il disait que les souffrances allaient augmenter, mais que ça serait nécessaire. Je rappelle que l'histoire date de 92. Toutes ces visions apocalyptiques que perçoivent certains kidnappés peuvent aussi juste être une sorte d'avertissement, censé réveiller notre passivité. Scott était donc hybride. C'est spécial. Et bon, surtout au début, il a eu beaucoup de mal à dealer avec cette révélation. Mais après cette dernière séance, il a quand même ressenti beaucoup de soulagement. Parce que toute sa vie, il s'était senti différent. On l'avait pris pour un fou. Tous les neurologues, psychiatres, thérapeutes, on lui avait diagnostiqué ci ou ça alors que ça n'avait rien à voir en fait. Scott est persuadé que derrière toutes ces histoires d'enlèvement, il existe un plan que nous ignorons, que nous ne contrôlons pas, et qu'il faut se concentrer sur le côté spirituel qui se cache derrière tout ça. Vivre ce type d'expérience, c'est comme si on vous balançait comme ça tout d'un coup dans un monde spirituel auquel vous n'êtes pas du tout préparé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous avoue que si le livre n'avait pas été écrit par un psychiatre aussi respecté, j'aurais comme vraiment du mal à croire en certaines choses. Bien sûr, je choisis toujours bien les histoires que je vous présente dans mes vidéos, et surtout la source, de qui elles viennent ces histoires en fait. Mais il y a toujours ce petit pourcentage de doute, cette petite part de doute en moi qui subsiste parce que ce genre d'histoire est complètement dingue en fait. Et vous, comment est-ce que vous réagiriez si ça vous arrivait ? J'espère que l'histoire vous a plu. Les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux. Je vous mets un lien en barre d'infos avec tous les liens où me rejoindre. Si vous voulez me suivre, si vous voulez m'encourager, faire des dons, merci, c'est très apprécié. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.